Bonsoir, bonjour, je ne sais plus trop à quelle heure nous sommes rendus, on peut dire encore bonjour je pense. Donc je suis Jean-Pierre Moreau, donc président de l'ADN Ouest, le plus grand, on va dire, réseau d'acteurs du numérique, je dirais en France, avec 600 structures adhérentes, 50 000 emplois sur les pays de la Loire et la Bretagne dans le numérique. Donc je suis très heureux d'être là parmi vous ce soir. Donc ADN Ouest est coproducteur de ce bel événement Digital Change pour sa 3e édition aux côtés d'API, de la CCI et d'Exponente. Donc vous savez que c'est un congrès à destination des ETI, des PME, pour partager des réussites et des solutions autour de la transition numérique. Donc j'espère que pour les entrepreneurs présents, vous avez trouvé ce que vous veniez chercher. Donc ce soir, pour cette dernière conférence, nous sommes ravis d'accueillir Michel Leclerc, président de l'association des distributeurs Édouard Leclerc. Merci de l'accueillir sous vos applaudissements. Michel. Je vais te donner un micro. Ouais, c'est pas facile. Donc Michel, donc de l'épicerie en libre service ouverte en 1949 à Landerneau à aujourd'hui, 70 ans se sont écoulés. Une belle aventure entrepreneuriale où la structuration de la relation client a été essentielle. Et donc, pour toi, Michel, avec le pouvoir d'achat toujours au cœur de ta stratégie, comment le numérique t'a aidé à conduire la transformation de ton entreprise? La question est simple. La question est simple. Donc, juste une petite précision, Michel. Donc, Michel souhaite qu'il y ait des interactions avec vous pendant son discours. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous êtes interpellé par un propos. Voilà. Alors, donc, moi, je suis très heureux. C'est très violent, la première ligne, là, si on pouvait juste diminuer un tout petit peu. J'ai des yeux de marin, c'est-à-dire j'ai adolescent, voulant faire le beau, j'ai pas mis de lunettes quand on remontait des bords de près. Bon, les 3/4 dans la salle savent à quoi je fais référence. Et du coup, je me suis un peu grillé l'iris, là, et c'est très violent. C'est très violent. Et donc j'adore venir à Nantes, je viens souvent à Nantes et dans la région nantaise, d'abord parce que j'y ai des camarades Leclerc qui ont coécrit l'histoire économique de Nantes, soit par eux-mêmes, les Fourages, les Perraudot, les Laurie, etc., et soit en se fritant avec les U, les Inter, les Carrefour, les Decrets. Nantes a été une ville pionnière dans l'adaptabilité de l'outil de distribution au monde moderne, à la société de consommation. Et puis c'est aussi une capitale de l'agroalimentaire. Dans la Vendée du Nord, il y a des très belles bêtes, les Sodebo, les Fleury-Michon et autres. On se tire des bourres, mais on a grandi parallèlement. Et c'est autour du même TGV et avant de celui que vous croyez rester votre aéroport que se sont faits beaucoup de rencontres et beaucoup de liens d'amitié aussi. Et puis pour moi, Nantes, c'est aussi une ville, pardon de dire ça, mais dans ma géographie à moi, vue du Finistère, c'est une ville bretonne dont j'étais particulièrement fier parce que elle arbore non pas simplement les critères de la tradition, il vous reste un bout de château, mais c'est surtout, vous êtes une ville extrêmement moderne. Et moi, ce que j'aime de ma Bretagne, d'où on parle, c'est qu'on a quelque chose d'une Californie de l'Europe. Beaucoup de nos entrepreneurs, beaucoup de nos entreprises, mais aussi beaucoup de nos créateurs, de nos artistes, de détenteurs de brevets sont venus de chez nous, sont venus de ce grand Ouest, où peut-être imbibés de l'éducation des bons pères, chrétiens coupables, devant quelque chose à la société, toujours cherchant à se racheter, c'est un moteur de l'action très important, ou ouvert sur le monde par ses bateaux, par les chantiers de Saint-Nazaire. En tout cas, Nantes a pour moi cette attractivité qu'ont peu de villes françaises, par exemple que je retrouve à Toulouse aussi, bien que la marée a beau faire des efforts, elle ne remonte pas jusqu'au cœur de Toulouse. Et c'est vrai que Nantes a pour moi une image de dynamisme et c'est avec plaisir que j'ai accepté de venir parler avec vous. Par contre, le style conférence, c'est pas mon truc. Enfin, moi, je suis vous êtes les plus jeunes que moi, et moi, dans ma génération, on a viré les profs. C'est pas pour rejouer aux profs après. Donc moi, ce qui me plaît, c'est au fond, à mon âge et d'où je parle, c'est d'essayer de partager, d'échanger avec des chefs d'entreprise, des cadres, des salariés
qui sont en interrogation dans leur propre cheminement et qui ont envie de savoir comme ça quelles erreurs j'ai commises, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je ne vous promets pas la transparence parce que, comme le disait mon professeur de philosophie Michel Serres, seuls les petits ruisseaux insipides sont transparents, mais la transparence n'est donc pas une vertu. Mais par contre, ce qui est intéressant dans l'exposition, dans la révélation des erreurs, souvent, c'est de pouvoir étalonner ses propres impressions à l'aune de quelqu'un qui l'a vécu ou qui peut rapporter ce que d'autres ont fait. Donc moi, je suis là pour ça, pour témoigner de ce que Leclerc, aujourd'hui, certes, j'ai la fierté de porter le nom d'un groupe de commerçants indépendants, tous chefs d'entreprise. La plupart, en tout cas, on est à la 3e génération de Centre Leclerc. La première, c'était des anciens représentants de commerce, des petits commerçants, des industriels, des cadres de l'industrie que mes parents avaient fédérés plus par charisme personnel que par construction d'un modèle duplicable. Et donc cette première génération de Centre Leclerc a bien marché jusqu'à l'explosion et Leclerc Intermarché, donc dans les années 68-69, où les deux enseignes d'ailleurs ont dû resocler leur discours, mais sont repartis de plus belle. Preuve que ce n'est pas forcément dans le modèle d'organisation que se fait le débat, mais dans le volontarisme ou le degré d'implication des personnes. Et puis là, on est vraiment aujourd'hui dans une génération qui a fait des études, qui sort de nos bonnes écoles de commerce, de nos Audencia, de nos ESCA, etc. Et qui, après avoir rivalisé avec de grandes sociétés cotées comme Carrefour, de grands groupes avec des sagas fabuleuses comme les Mulliers, groupe Auchan, etc., eh bien, on aborde, mais avec les mêmes angoisses et les mêmes incertitudes, la génération du digital, du figital, et ce qui est pour nous, mais comme pour vous, une révolution culturelle. Et n'en doutez pas, c'est une vraie interrogation. C'est pas le fait de réaliser 43 milliards de chiffre d'affaires, d'être connu et d'être une enseigne, disons, appréciée des Français. Ça vous donne un atout par-dessus le marché, mais ça ne résout pas les problèmes. Et donc, ce qui est intéressant dans le mouvement Leclerc, je trouve, c'est que si on est quelque chose aujourd'hui dans le digital, c'est qu'au fond, on l'a fait par notre propre cheminement, avec nos propres prestataires qui sont les mêmes que les vôtres, et avec peut-être aussi la même abnégation, les mêmes erreurs. Et là, ce soir, donc ce que j'aimerais vous véhiculer, c'est non pas un regard de technicien, que je ne suis pas. Moi, je suis un littéraire, un latin grec. Je ne suis pas tombé dans le digital comme ça. Je ne suis pas devenu geek sur les réseaux sociaux naturellement. Donc, c'est un long apprentissage. Mais je trouve intéressant de voir d'où on vient, où est-ce qu'on a tâtonné, et pour les plus jeunes, qu'est-ce qu'on peut leur faire comme économie dans cette expérimentation, parce qu'il y a une clé de lecture. Il y a une clé de lecture essentielle, c'est que de toute façon, quel que soit le modèle, il faut se l'approprier. Quel que soit le modèle, il faut se l'approprier. Un modèle pour les autres n'est pas un modèle pour soi si on ne se l'est pas approprié. Donc moi, je suis né dans un contexte, quand je dis je suis né intellectuellement, dans un contexte où c'était évidemment le magasin physique qui était roi. Peu importe le débat centre-ville, extérieur de la ville, il y avait des murs, il y avait des valeurs de fonds de commerce, il y avait des rotations de stock. À l'époque, j'aurais pas pu dire ça, mais avec du recul, c'était les mêmes problèmes quasiment pour tout le monde, et en tout cas, vu du comptable ou vu du consommateur, que le magasin soit en ville, à l'extérieur, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, on faisait le même métier. Et donc, dans cette époque-là, le challenge intellectuel qui a permis à mes parents de fédérer des commerçants, c'est de faire comprendre aux commerçants que leur tort et leur tare, c'était l'individualisme, et qu'ils confondaient l'individualisme et l'indépendance. L'individualisme, c'est important, on a tous besoin d'ego. Il faut croire dans ce qu'on fait, il faut croire dans notre projet d'entreprise, c'est notre entreprise. Quand on est start-up, PME, c'est soi. On a envie d'être plombier, on a envie d'être menuisier, on a envie de lancer une marque
dans le vignoble de Loire. On a envie de lancer une marque de prestation dans la restauration, dans l'hôtellerie. L'ego, c'est important. On travaille pour soi, on travaille pour les siens. Qu'on y mette un peu plus d'esthétique, qu'on y mette de l'expertise, qu'on revendique de l'expertise, que tout ça fasse la différence, c'est important, mais c'est l'ego qui fait l'entrepreneur au départ. Il faut rajouter à l'ego le destinataire du projet. Le destinataire du projet. On fait une entreprise parce qu'on est soi, mais il faut bien qu'on ait des clients, il faut bien qu'on ait un service, et donc il faut le projet et l'ego. Mais le commerce du temps des premiers centres Leclerc mourait de cet individualisme quand mes parents découvraient les vertus du regroupement, qu'il fallait apprendre à acheter ensemble, se payer de la publicité ensemble, se partager le coût d'un comptable ensemble. Tout ça est l'apprentissage de la modernité, l'apprentissage des méthodes de management. Tout ça nécessitait que l'individualisme ne soit pas obstacle à l'échange. Et la première génération de Centre Leclerc, enfin, tel que je l'ai vu mes parents, la première mutation, c'était une vraie rupture par rapport au monde du petit commerce. Ça a été ça. C'est ce que Jean-Claude Jaunet a fait en transformant Unico en Système U. C'est ce que Jean-Pierre Leroc a fait avec Intermarché. C'est ce que Régnier avait fait avec les premiers codecs. Pour les plus âgés ici, vous voyez à quoi je fais référence. C'était un premier challenge. Après, avec l'arrivée de Carrefour, le commerce intégré a réagi beaucoup plus vite. Carrefour, ce n'était pas simplement Carrefour, c'était le one-stop shopping, c'était le magasin à l'extérieur, c'était tout sous le même toit. Moi, j'ai été bluffé de la manière dont la famille Decré ici à Nantes, ou la famille Cam à Brest, ou Paul-Louis Allais, la famille Allais à Caen, ils ont créé l'un continent, l'autre à Lille, l'autre corps. 5 ans après la création de Carrefour, il y avait plus de Carrefour qui n'étaient pas Carrefour qui allaient se développer. Extraordinaire capacité d'adaptation. Quand nous, commerçants indépendants, on en était à râler, on a failli tomber aussi dans l'ornière poujadiste. Et c'est là où des gens comme mon père, mais aussi les centres Leclerc nantais, les fourrages, les Perrodos, se sont dit mais on va en être nous aussi, on va acheter des terrains à l'extérieur de la ville. Et malgré les polémiques de l'époque, ils l'ont fait. Donc on a, dans la deuxième génération, on s'est adapté déjà à une rupture extraordinaire qui n'était pas simplement une rupture de la taille des magasins, mais qui était vraiment un mode de consommation. Mais figurez-vous qu'à travers ça, du coup, il a fallu, vendant de tout plus rapidement, il a fallu s'investir beaucoup dans l'informatique. Et c'est à ça que je veux arriver. Nous n'avons pas découvert le digital. Nous sommes arrivés au digital par l'informatique. L'informatique, pour un commerçant, c'était un peu comme la comptabilité, c'est on achetait des prestations. On achetait une prestation de Sigma, on achetait une prestation d'un cabinet informatique, et on aurait pu faire ça. Et au fond, on aurait été des consommateurs de cette rupture. On se serait adapté à ces ruptures, on se serait adapté à ces technologies en les consommant plus qu'en les pensant. La force des adhérents Leclerc a été de trouver en leur sein des personnalités fortes qui ont compris que travailler sur l'informatique, c'était travailler d'une manière horizontale, en réseau, c'était la nécessité de partager de l'échange, certes de l'échange B2B, mais de l'échange avec des tas de sociétés de prestations avec nos fournisseurs qui n'avaient pas de points communs et qui avaient des points communs à créer avec nous. Nous avons abordé le digital par l'informatique. C'est en maîtrisant la qualité de nos réseaux informatiques que nous avons appris à connaître notre amont. C'est à cette occasion qu'on a appris à échanger les données. Et c'est à cette occasion que l'on a vu l'effet de levier considérable de ce partage. Si bien que quand les premiers web commerce sont arrivés en France, on ne les a pas vus d'abord comme révolutionnaires. En gros, les grandes sociétés de web commerce, pour nous, allaient remplacer la VPC, la vente par correspondance, qui, entre parenthèses, elle, n'avait pas vu venir. Et donc, nous avons plutôt vu le digital dans son impact dans la relation client, et notamment dans le fait qu'avec la jeune génération, le digital allait, quel que soit le format du magasin, quel que soit son emplacement, quelle que soit sa taille,
allait complètement formater la relation client. C'est en ce sens que nous avons abordé la bataille digitale. Je vous donne tout de suite l'arrivée. Aujourd'hui, nous réalisons Leclerc réalise 8% de son chiffre d'affaires à partir du digital. En 2020, on sera vraiment à 10% à partir du digital. Et après, le mouvement est lancé. L'hyper reste le navire amiral. L'hyper reste le navire amiral. Vous savez, on grossit les chiffres, on joue à se faire peur et nous-mêmes, on fantasme les concurrents pour pouvoir s'obliger à aller un petit peu plus loin. Mais c'est vrai que 70% du commerce français en 2020 se fera encore à travers du physique. Mais nous, on est conscient que l'hyper sera à la fois le showroom, le certificateur de notre expertise, mais aussi un lieu de vie à condition qu'on y réinvestisse en attractivité, en qualité de produit, en diversité, etc. Pour autant, nous avons développé depuis 10 ans une formule intermédiaire entre le pure player et l'hyper, qui est le drive. Le drive, Leclerc, c'est 600 drives aujourd'hui. Le drive, c'est 40% de la croissance des centres Leclerc encore. C'est la possibilité, au-delà de nos zones de chalandise, d'aller dialoguer avec le consommateur, y compris le consommateur qui allait chez Auchan, qui allait chez Carrefour ou qui allait ailleurs, et de lui proposer, dans un temps relativement court, de venir enlever ses courses, après rendez-vous programmé, sans que l'on ait, d'une part, nous-mêmes, les coûts et l'investissement d'aller ouvrir un hypermarché ailleurs, et surtout en maîtrisant les coûts d'une manière telle qu'on pouvait aussi proposer des prix Leclerc à distance. Le drive a été, pour nous, après l'école de l'informatique et du partage, l'expérimentation de la relation client avec le digital. Le drive, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est une filiale d'Auchan, je pense que c'est Chronodrive, mais c'est peut-être Auchan lui-même qui l'avait rapporté des États-Unis et qui le testait dans le Nord. Ce sont des propriétaires de magasins Leclerc de la région de Toulouse qui... probablement d'ailleurs, il s'appelle Perrodo, donc j'imagine que ce sont des gens de chez nous. Hein. Et ouais, c'est Vendée, c'est quasi breton. Et enfin, ceux-là, on les prend. Hein, ouais. Et en fait, ce sont ces adhérents Leclerc, donc très pragmatiques, qui ont regardé cette formule et qui se sont rendus compte qu'au fond, à partir de l'hypermarché, c'était une manière d'en avoir un deuxième, sans les coûts ostentatoires de l'hyper, sans les contraintes législatives d'autorisation, coucou le président de la Chambre de commerce, pour monter ce drive. Et c'était la possibilité d'aller mettre un drive sur le parking donc du Auchan ou du Casino de l'autre côté de la ville. Et de fait, on a ouvert 600 drives en 6 ans. Et pendant que dans le conseil d'administration de Carrefour, ils se demandaient si c'était rentable, Bernard Arnault se demandait si ça valait vraiment le coup. C'est vrai qu'au vu la rentabilité du secteur du luxe, il pouvait se poser la question. Nous, on s'est posé la question de après. On a dit simplement, il faut y aller parce qu'une fois que le système sera refermé, on ne pourra plus y aller. Et de fait, les élus le législateur s'est réveillé très tard et a refermé les portes au moment où Carrefour se décidait à se développer. Donc, à travers le drive, des propriétaires de magasins, maîtrisant quand même cette relation déportée, cette relation digitalisée avec le consommateur, ont fait l'apprentissage justement de nouveaux codes relationnels et avec ses obligations, avec sa technicité. Et c'est à partir du drive que nous allons faire de Leclerc désormais, ayant acquis cette maîtrise, ou en tout cas sentant notre capacité à acquérir cette maîtrise, nous allons transformer complètement Leclerc véritablement en enseigne multicanale. Donc, je crois sans fanfaronner, que d'ici, on va dire 2025, mais ça peut être 2022, on ne gère pas le chrono comme au temps des médias, hein, je parle à un public de professionnels, mais toute contrainte pouvant se rajouter, je pense que dans le paysage de Leclerc sur cette période, ça restera, on va dire, 600, 650 hyper, probablement 700, 800 drive voitures, drive au sens étymologique, et probablement, alors aujourd'hui on a 15
15 petits sites de web commerce. Donc on refait tout le on croyait à l'époque qu'il fallait faire autant de sites pour être référencé sur Google, multiplier les connexions, etc. Donc on a appris, on éteint tout ça, on regroupe tout ça et on fait un portail unique. Ce sera un portail de Leclerc qui aura donc sa version physique, les hyper, sa version drive, et toute une pléthore de dépôts relais que d'aucuns appellent le drive piéton, mais c'est antithétique et ça ne marche pas dans les référentiels de Google. Drive et piéton, ça ne va pas ensemble. Donc toute une pléthore de points relais, comme vous allez en voir ici à Nantes, puisque nos adhérents nantais se sont mis en GIE pour pouvoir le déployer dans l'agglomération ici. Et là, on aura en France, je vois sur Paris, on a inauguré il y a 15 jours, donc un premier dépôt relais, un premier relais Leclerc, boulevard des Batignolles, au cœur de Paris. L'idée, c'est d'en mettre, dans un premier temps, 3-4 par quartier populaire, et, enfin, je veux dire habité, parce qu'à Paris, il y a des no man's land. Hein. Et l'idée, c'est que, au fond, contrairement à ce que dit Amazon et aussi les pure players de la livraison à domicile, la moitié des Français n'ont pas envie de voir un livreur arriver chez eux, rentrer dans leur immeuble, venir voir où ils habitent. Et donc l'idée, c'est d'avoir un maximum à 100 mètres, 150 mètres de chez soi, d'avoir un dépôt, vous rentrez du bureau, vous passez, vous prenez, vous vérifiez que tout est bien. Il suffit d'un local de 100 mètres carrés avec 4 petites chambres froides ou 3 petites chambres froides avec des températures dédiées. Un très bon prestataire ou plusieurs prestataires entre le dépôt d'où ça part, et qui est un master drive, et ce dépôt relais. Et là, il va y en avoir dans toutes les villes de France. Si je vous donne cette fresque, ce n'est pas pour en tirer gloriole. J'insiste, on est là entre professionnels. Moi, je suis très fier de ce que nos adhérents ont réussi à faire. Il n'y avait pas de clé de lecture. Franchement, si vous vous rappelez, il y a 10-15 ans, quand on lisait les journaux, après la fusion Carrefour-Promodes, on était donné pour aller à la casse. Voilà, bon, des hommes de terrain, nos hommes et nos femmes sont en train de faire ça. Moi, ça m'épate. J'aime les gens, et quand je vois comment des anciens commerçants déjà ont fait une première révolution et portent une jeune génération pour faire ça, moi, j'aime la générosité au travail, j'aime cette transmission. Je suis sûr qu'à Nantes, ici, ça fait partie de vos valeurs fortes. Mais enfin, je voudrais donc vous dire en gros, d'abord nos erreurs. D'abord, on a trop écouté, on a voulu en être, et on a trop écouté les experts. Or, les vendeurs de solutions vendent des solutions souvent aseptisées. Je veux dire, ce n'est pas des solutions pour vous, c'est des solutions dans l'absolu. C'est comme un consultant, vous faites venir un consultant, il vous met le slide et vous dit, voilà, il faut que vous fassiez ça. Si ce n'est pas dans votre culture, si ça ne vous permet pas de dépasser vos handicaps, vous ne le ferez jamais. Vous direz, ce n'est pas moi. Et donc, on a péché au départ quand on a créé nos sites Internet. On a voulu faire un peu de ces discounts, on a voulu faire du mini Amazon, on a voulu faire un petit peu de vente privée.com. Voilà. Donc, au départ, c'est normal, il y a un effet d'imitation, mais je pense que c'est très important, de la même manière qu'on monte une entreprise classique, qu'elle porte votre marque, et tant pis. Si on vous dit, ou si votre banquier vous dit qu'elle n'est pas dans la norme, ce n'est pas la norme qui gagne, c'est vous qui allez gagner. Donc première chose, pas chercher à copier ce qui se fait d'ailleurs va disparaître aussi vite que c'est né. La deuxième chose, c'est qu'il faut payer qu'une fois ses erreurs. Je dois dire la force des centres Leclerc, c'est pas tant leur capacité d'achat, la force, la puissance, non. C'est le fait que tous les jeudis, ils se retrouvent entre eux et ils disent, dans la transparence le plus totale, ils ne seront pas virés parce qu'ils sont chez eux, et ils disent, putain, je me suis planté, j'ai dépensé 2 millions pour faire ça, et je me suis complètement ramassé. Mon père dit toujours que la première erreur, c'est la meilleure. Et donc, la force de notre mouvement, ça a été justement, dans la facilité de ce débat, l'idée qu'on ne fait pas par orgueil, qu'on ne laisse pas faire l'autre l'erreur qu'on a faite. Et donc, très vite, on fait peu d'erreurs finalement. On fait peu d'erreurs. Mais du coup, si vous faites peu d'erreurs, vous faites quand même beaucoup d'expérience. Parce que du coup, vous avez moins peur de faire des erreurs. Et ça, c'est vraiment une qualité très, très forte. Enfin, je crois que nous, dans le commerce, on pêche
quelquefois, on a tellement été, les commerçants dans la société française, mis au banc de la société, on sert de bouc émissaire un petit peu à tout le monde, que même quand on devient riche et puissant, on a tendance à renvoyer aussi de nous-mêmes cette image-là. Et en fait, si nous gagnons aujourd'hui cette bataille du digital, c'est parce que nous avons su voir dans nos prestataires de très bons accompagnateurs. Bon, je vois le patron de Sigma qui est là, ça me fait plaisir de le voir parce que moi, depuis que je suis tout petit, j'ai entendu parler de Sigma. Enfin, mais je pense que pour monter l'entreprise, comme je l'ai dit, il faut beaucoup d'ego. Mais dans l'approche des solutions techniques, il faut trouver d'autres que soi à qui on fait non pas confiance, parce que il n'y a pas de raison de faire confiance, il faut apprendre. Mais justement, avec qui on va trouver le cheminement par lequel on va devenir bon. Et je dois dire qu'ici, à Nantes, on a beaucoup de prestataires qui nous ont aidés dans le digital, hein, jusqu'à nos experts comptables, le cabinet Vilaine. Et c'est vraiment, c'est aussi grâce à vous qu'on a réussi, vous disant aussi vos erreurs, et nous ne changeant pas de fournisseur à chaque erreur, parce que sinon, on n'avance pas. Voilà. Et donc, pour finir, je préfère qu'on échange comme ça, même si les premières questions sont toujours difficiles à poser. Moi, j'insiste, on parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup du digital sous l'angle des moyens et de la maîtrise des moyens. Je voudrais, en tout cas pour le commerce et pour ceux qui s'intéressent au commerce en ligne, je voudrais juste rappeler un truc, même si j'ai l'air d'être un vieux con quand je dis ça, mais quand mes parents ont créé le premier magasin, quand les parents de Jean-Claude Jaunet ou les parents de Serge Papin ont créé leur premier magasin, c'était pas le plus beau, c'était pas le meilleur, c'était pas le plus efficace, il n'était pas bien placé, il n'était pas au bon format, il correspondait pas au canon de la réussite. Et néanmoins, ces groupes ont émergé, ils sont sortis et on a gagné. Pour moi, la bataille du digital, c'est une bataille sur la maîtrise des moyens. Mais il faut bien ancrer dans la tête que ce n'est qu'une bataille de moyens et que être bon sur le digital ne remplacera jamais, ne substituera jamais la qualité d'une promesse commerciale. Vous voyez, aujourd'hui, Amazon, on dit que c'est la grande bête, quoi. Et donc, dès que je suis devant un journaliste, tout le monde me dit, ça fait déjà 5 ans, qu'est-ce que vous allez faire face à Amazon, etc. Mais Amazon, c'est un super logisticien qui est fascinant par la maîtrise qu'il a de ses circuits logistiques et la capacité de remonétiser tout ce qu'il fait, d'autant qu'il était tout seul sur son marché. Mais je vous rappelle quand même que depuis 15 ans, sur 15 ans, il n'a sorti de résultats d'exploitation que depuis 1 an et demi. Hein. Donc il y a aussi beaucoup de fantasmes, beaucoup de bulles. Mais Amazon, vous le voyez bien aujourd'hui, rachète Whole Foods aux États-Unis, passe des accords avec Monoprix à Paris, vient nous voir pour nous demander de commercialiser nos produits, parce qu'ils n'ont pas de promesse commerciale. À l'inverse de nos enseignes commerciales, Carrefour, même Casino, Auchan, nous avons une promesse commerciale, mais nous n'avons pas la maîtrise qu'avait Amazon en matière de logistique. Et en fait, les deux courbes vont se croiser. Amazon est en train de se donner une légitimité commerciale et nous faisons la course pour apprendre la logistique, pour avoir le service, la bonne exécution du service, etc. À ce jeu-là, je prophétise sans risque que celui qui gagnera, ce sera quand même celui qui aura la promesse commerciale. Parce que moi, je vais vous dire, être livré en 2 heures par drone, des clients comme ça, 40% plus cher que chez Leclerc, j'en connais pas beaucoup et c'est pas ma cible. D'abord, je ne crois pas qu'il livrera par drone, parce qu'aucun d'entre nous ne voudra que des drones passent au-dessus de son jardin ou au-dessus de sa tête. Mais surtout, parce qu'à force de fantasmes et de cibler l'impossible, on entretient la com, mais on déroge à la notion dont on parlait dans le débat sur la loi Pacte, celle de l'utilité sociale de l'entreprise. Si vos boîtes n'ont pas une offre utile, vous aurez beau être les rois du digital, vous dégagerez. Je vous rappelle que 80% des boîtes qui ont été créées en France depuis l'an 2000 sur le digital ont disparu. Donc c'est malson sans arrogance. Je crois qu'on ne peut pas couper
à la maîtrise du digital. Il faut le faire à sa mesure, avec abnégation, mais surtout, le digital ne doit pas remplacer la réflexion sur la promesse commerciale. Michel, on nous avait prévenu. Ouais, Il y a un moment, il faut je l'arrêter. tchatche trop, c'est bien. C'est vous, c'est tu. Moi, je suis très... je fais comme Jacques Chirac. Comme je suis pas très physionomiste, le seul risque de ne pas se tromper, c'est de tutoyer tous les mecs et d'embrasser les femmes. Je fais ça. Si tu veux bien, donc je suis un mec. Donc tu m'avais demandé dans l'ascenseur du question-réponse, c'est pour ça que je suis monté, c'est moi qui m'y colle, parce que je voyais personne bouger devant, voulant pas t'arrêter ou ne souhaitant pas t'arrêter. Allons-y, vous avez un quart d'heure pour du question-réponse, profitez-en. Les micros sont de chaque côté, vous avez juste à lever la main. Si vous le voulez bien, vous vous levez de façon à ce qu'on puisse vous filmer. Les caméramans, ça sera plus facile pour eux. Voilà. Super. Bonjour. Bonjour. J'aime beaucoup le terme promesse commerciale, mais je suis curieux, qu'est-ce que vous cachez derrière ce terme? Après, chacun a son positionnement. Par exemple, moi, je ne vais pas faire ma pub, même si je le porte là, mais c'est évident que si on était bon sur le digital, mais qu'on était plus cher que le centre Leclerc d'Atlantis, il faudrait fermer, quoi. Donc aujourd'hui, la promesse de Leclerc, c'est l'accessibilité par le prix, pas que par le prix, mais même le bio, les grands vins fins, vous voyez ce que je veux dire. Nous, on a le prix. Après, c'est pas la promesse commerciale de Monoprix. Monoprix, il a une autre promesse commerciale, il en défend une autre. Et l'important pour Monoprix, c'est de satisfaire ses clients avec sa promesse, et pour Leclerc, d'être sur cette promesse. Et donc, le digital n'est qu'un moyen pour servir cette promesse-là. Si demain, le truc, c'était de faire du Jeff Bezos 40% plus cher, on dirait je faillirais à ma promesse. Ça vous va? Une autre question? Là-bas, dans le fond. Parfait. Bonsoir, Stéphane Courgeon, gérant d'entreprise à Nantes. J'avais une question concernant la livraison à domicile. Vous disiez que ça n'avait pas forcément fonctionné peut-être par le passé. Moi, j'ai connu, peut-être dans les premiers à avoir consommé au shop sur Nantes il y a quelques années. J'appréciais beaucoup ce service-là et je voulais savoir pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi le modèle économique n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on voit les livraisons de repas du centre-ville à l'extérieur de Nantes ou sur Nantes. Ça se développe beaucoup, la livraison. Alors, c'est du vélo. Mais voilà, le côté livraison à domicile, moi j'en suis plutôt fan. Pourquoi ça ne fonctionne pas ou pourquoi ça n'a pas fonctionné? Tout est dans la maîtrise des coûts, ce qu'on appelle le dernier kilomètre, voire les derniers mètres. Et donc, évidemment, plus vous vendez ou vous livrez des produits à forte valeur ajoutée, moins ce coût est important. Mais là où ça a échoué, c'est d'aller livrer de la bière, de l'eau, du PQ et du sopalin, pas facile. Qui déjà sont pas margés en magasin, d'aller les amener au 5 étages de l'immeuble. Moi, j'ai fait faire cette erreur. Vous voyez, c'est intéressant comme ça. Moi, j'ai fait faire cette erreur au centre Leclerc de la région bordelaise. Il y avait un groupe d'adhérents qui avait créé un projet de livraison à domicile. On avait des bons partenaires, genre La Poste, déjà à l'époque. C'était pas La Poste, mais c'était un peu comme Stuart, quoi. Et en fait... moi, j'ai poussé ça pendant. C'était le Minitel même à l'époque. Vous voyez, on pouvait commander par Minitel. Et donc, ça a marché très très bien, mais plus ça marchait, plus ça coûtait. Et au bout de 6 mois, quand on a relevé les compteurs, on s'est rendu compte que pour livrer des produits sans marge, avec des coûts très prohibitifs, voilà. Et je pense que tous les livreurs tous les web commerçants qui ne sont pas sur de la forte valeur ajoutée sont rattrapés par le coût des choses. Alors sur Paris, moi il y a 10 ans, je ne pensais pas qu'on allait pouvoir ouvrir un centre Leclerc à prix de Leclerc-Nantes. C'est très clair, parce que le coût du foncier, etc. Mais comme les élus, alors je ne connais pas pour Nantes, et je ne le dis pas de manière polémique, mais vous savez bien qu'à Paris, Madame Hidalgo, l'équipe fait tout pour qu'il n'y ait pas de bagnole, pour qu'il n'y ait pas de livraison, et en même temps, elle veut des commerces de proximité. Or, personne ne va faire à Paris, si vous ne pouvez pas aller chercher vos courses, vous n'allez pas trimballer 140 euros dans des filets à provision, alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas se garer devant parce qu'il y a la bande de taxi, la bande de patinettes, et du coup, la livraison à domicile ou la livraison en dépôt relais permet d'amener des prix hyper. Mais là, le Leclerc qu'on a ouvert, le petit dépôt relais qu'on a ouvert au boulevard des Batignolles, il est face au Monoprix, où je suis allé
faire des selfies avec des caissières du Monoprix, elles sont 30% plus chères. Donc, Ça fait mal. donc aujourd'hui, il y a place. D'ailleurs, Cdiscount, filiale du groupe dont Jean-Charles Naouri, fait un carton aussi à Paris. Hein. Donc nous allons pouvoir... c'est un problème de gestion du panier, en fait, hein, qui fait que Deliveroo, si c'est pour aller livrer un très bon plat que vous auriez acheté peut-être 15 € au restaurant et là, il vous le livre à 12, peut-être le coût matière est de 4-5. Et du coup, ça vaut le coup de monter un service de ce type. Vous voyez, chaque produit mérite son économie, quoi. Une question là-bas? Bonjour, Benoît Thierry Immobilier, hein, je fais ma com aussi. Question Bien, sur c'est la bien, il faut se défendre. voilà, gestion sur les invendus, les stocks et les déchets. Est-ce que la collaboration avec des startups du type Sphinx vous a permis de réduire ces stocks et ces déchets? Oui, on a beaucoup travaillé, ils se sont fait un peu dézinguer à la télé l'autre jour, mais par Phoenix, vous connaissez? Et ils nous aident à gérer d'abord les DLC de manière à accélérer la promotion au fur et à mesure qu'on va vers la date limite de consommation. Et puis après, il y a pratiquement plus de gaspillage. Dans les bennes, à la sortie des magasins test aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus rien, quoi. Alors, ce qui pose un autre problème, parce que du coup, les banques alimentaires aujourd'hui manquent de nourriture. Hein, mais oui, les startups nous ont beaucoup aidés. D'avoir un prestataire qui le fait mieux que nous, avec nous, et probablement en amortissant ses investissements sur un parc plus grand, de Leclerc, de Carrefour, de U ou autre, ça... On arrive aujourd'hui à des quasi zéro gaspillage, quoi. Ici? Bonjour Monsieur Leclerc, Yves Le Goébel, Connexing, je fais aussi ma pub. Hein, je suis Faut pas ravi de hésiter, vous voir faut pas parce que depuis 10 ans, je me présente auprès de mes prospects, de mes clients, en disant que je suis le Leclerc de la téléphonie d'entreprise. Et donc ma question, c'est que vous étiez pionnier aussi sur le digital, certes, mais sur l'environnement. On se rappelle tous de cette campagne sur les sacs plastiques. Ce sera quoi le coup d'après sur l'environnement chez Leclerc? L'obsession, ça reste le plastique. Hein. Vous savez qu'entre le choix, il y a un modèle allemand de consignation du verre, des plastiques, et les Allemands on les caricature, mais il y a une rigueur qui a été mise en place. Et en fait, les plastiques, les verres, les canettes en Allemagne sont assez bien recyclés, mais en même temps, ceux qui ne recyclent pas payent très cher, hein, puisqu'il y a un surprix de la canette jusqu'à 5 €, etc. En France, on a choisi un système où les municipalités ramassent ou font ramasser, et on brûle le verre et on recompose par ailleurs, et ils revendent de la matière première. Et dans ce système-là, il faut reconnaître que les plastiques sont assez mal recyclés. Et donc, ça reste un combat pour Leclerc. Là, actuellement, nous travaillons avec des prestataires qui collecteraient pour nous et qui nous redonneraient la matière première pour, par exemple, nos bouteilles d'eau à la marque L'Accueil, enfin, toute la marque Repère, notre marque de distributeur. Pierre Chartier, Atlantis, a piloté cette marque au niveau collectif, au niveau national. On voudrait être pas autonome, mais on voudrait pouvoir secréter dans le recyclage notre propre matière première. Donc c'est un combat majeur pour nous. La digitalisation des catalogues, par contre, vous voyez, je l'avais annoncé, on s'est pas mal planté, on va essayer... Non, c'est probablement autant de notre faute que... Mais même la digitalisation du ticket de caisse, en soi, on n'a pas besoin de ce ticket de caisse, mais ne le donnez pas, on vous le demande quand même. Donc bon, il y a un travail pédagogique à faire. Ça fait partie des combats que nous avons. Autrement, les gros thèmes, les gros combats que nous menons, c'est à l'instar de la réunion de ce matin sur les couches pour bébés, c'est les nanoparticules, c'est les perturbateurs endocriniens. En voulant bien faire sur le recyclage des plastiques et des cartons, et en voulant bien faire sur la lutte contre le gaspillage, on avait enlevé le suremballage dans la boîte de riz et on avait pris du carton recyclé. Et ce sont des ONG qui nous ont alertés en disant « mais oui, mais quand vous recyclez, il y a un mélange des encres chimiques et naturelles, et il n'y a plus l'emballage de protection, donc on revient en arrière. » Mais bon, cette préoccupation, la RSE, c'est vraiment mon truc. Ma fierté serait d'amener les centres Leclerc d'ici 2020-2022 sur le podium des enseignes européennes les mieux disantes. J'ai fait recenser en Europe toutes les meilleures pratiques, Coop Suisse, Coop Italia, Migros,
les Deleuze aux Pays-Bas. Et il y a des groupes chez Leclerc sur chacun de ces sujets où on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice d'un monde plus propre. Il y a un vrai engagement. Bonjour. Dans les clés de votre transition numérique, vous n'avez pas parlé de vos cartes Leclerc. Alors, est-ce que de façon un peu provocatrice, on peut poser la question que la connaissance fine du client ne sert à rien pour la transition numérique? Si. La connaissance du client est très importante. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est de la maintenir en activité, de l'actualiser. Beaucoup de la data. La maîtrise de la data. Mais vous savez, souscrire un abonnement, ça vous donne l'adresse du client, etc. Un an après, la famille a déménagé, elle a fait des petits, ils ont divorcé. Donc il faut sans arrêt... c'est la raison pour laquelle, pour lancer l'électricité, c'est encore Pierre Chartier qui fait ça chez nous. Enfin, il n'est plus à Marqueur Repère, il s'occupe de l'électricité. Tout le monde s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il se met à vendre de l'électricité et à abonder particulièrement d'une remise la carte Leclerc? En fait, c'est une manière pour nous d'abord de faire bénéficier nos clients les plus fidèles de la meilleure remise, mais c'est une manière aussi, en livrant l'électricité, de s'assurer de l'actualisation des données clients. Et Leclerc Voyage, 40% on vend 800 millions de voyages en France, hein, pas des billets, hein, mais des tour opérateurs, des voyages. 40% des voyages sont conclus déjà sur le net, sont signés sur le net et conclus après en matière de sécurité, etc., en agence. Tous ces postes additionnent la connaissance de nos clients, de la data. Après, je finis là-dessus parce que je vais être trop long, s'il suffisait d'avoir la data pour être un bon commerçant, on ne devrait pas exister. Hein. Et donc il ne suffit pas d'avoir la donnée, il faut aussi trouver une manière intelligente de dialoguer avec son client. Et si on est trop agressif, si on est trop... je t'abreuve de mails dès que tu bouges et je te dis tu passes devant un livre, c'est celui-là qu'il faut que tu achètes, moi je pense qu'on va faire fuir les gens. Oui, il n'y a plus d'humain dans ces cas-là. Voilà. 2 questions encore. Oui. Bonjour, Nolwenn de Saintré, Ciba Stratégie. On parle beaucoup de réinventer l'expérience client en point de vente. J'aimerais bien avoir vos pistes de réflexion sur ce sujet. Par exemple, une des choses qui est essentielle, c'est que le client, avant d'être un client, c'est une personne. Et donc, moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, quand je vais dans un magasin de fringues ou dans une galerie de peinture et que tout de suite, on vous tombe dessus et qu'on vous parle déjà comme un acheteur, alors que juste déjà, vous avez envie de voir, regarder si c'est beau, si c'est bien, si c'est des beaux tissus, moi, je me barre. Donc, c'est la relation client, déjà, il y a un travail à faire pour respecter la personne qui est en face. Et il faut qu'elle se sente libre. On n'est pas obligé de se précipiter sur quelqu'un. La marchandisation de la transaction n'est pas l'horizon indépensable de la vie des Français. C'est à nous d'être bons commerçants et de transformer une relation en une opportunité de vendre ou d'acheter, mais je crois que ça, c'est essentiel. Et donc, là, je peux vous dire qu'on a un travail fou à faire, quels que soient les commerçants qui sont dans la salle. Je trouve qu'on a un travail fou à faire. On est beaucoup trop agressif et pas assez friendly. C'est une idée comme ça. Oui, bonsoir, Dominique Luneau, agence API. Est-ce que dans 10 ans, Groupe Nantais et Lumière Footbeat pourra toujours chanter sur la caissière de chez Leclerc? Est-ce que le digital va supprimer l'emploi? Qu'est-ce que j'ai attrapé? Merci Dominique pour la question. Un Groupe Nantais. Qu'est-ce que j'en ai pris dans les dents? Parce que, en fait, beaucoup de caissières pensaient que j'étais complice de... D'abord, vaut mieux pas que je chante, mais non, je connaissais pas, j'ai découvert. Mais bon, en même temps, c'est un groupe que j'aimais bien. Et voilà, un d'eux est parti. Je lui ai rendu un petit hommage, ça a étonné les gens. Mais ouais, on est tous des vieux rockers quand même. Allez, une dernière, parce qu'on a un engagement avec vous. Bonjour, Christophe Aubray, donc habitant à Vannes. Donc voilà, et donc très joli. Voilà, donc entreprise Yes Electric, distributeur de matériel électrique. Je voulais savoir un petit peu par rapport à aujourd'hui, je vois que le parking Leclerc, comment dirais-je, s'agrandit au niveau de la location des véhicules. Oui. Quel est le projet par rapport au digital, justement, la vision de votre vision par rapport au digital avec les locations de véhicules? Bon, j'ai pas le temps de tout développer, mais par exemple, si vous êtes dans l'automobile, c'est une vraie question à se poser de savoir est-ce que le public, est-ce que nos enfants vont vraiment acheter des bagnoles?
Moi, à mon âge, tout le monde voulait passer le permis tout de suite, avoir une voiture. Aujourd'hui, la valeur de revente d'une voiture, personne ne la connaît. Qu'on soit chauffeur de taxi ou qu'on soit juste usager, vous ne savez pas quel est le modèle dominant demain, si c'est l'hybride, etc. Donc la valeur de revente qui était une part dominante des méthodes d'achat. Donc on s'est aperçu qu'au fond, louer une voiture, c'était ce qu'il y avait de plus simple. Et on arrive aujourd'hui à louer des bagnoles à 5 €, quoi. C'est donc le digital, c'est un peu comme Airbnb, c'est comme, le digital favorise aujourd'hui l'ubiquité, la fluidité des choses, et donc casse l'effet stock. L'idée d'avoir une bagnole dont on se sert que 3 jours par semaine et encore quelques heures par semaine, c'est quelque chose qui va révolutionner l'économie de l'automobile. Donc nous, on s'est mis sur la voiture en location. Et aujourd'hui, on fait plus 22%. Alors, c'est Système U qui était le premier loueur. Et là, cette année, on devient le premier. Et c'est la même raison pour laquelle on va sur l'électricité. On est le deuxième distributeur de carburant en France. Mais si demain, ce n'est pas la modalité par laquelle on va se transporter, et si la voiture électrique, hybride ou le concept car va remplacer, donc il faut par contre, il va y avoir une grosse consommation d'électricité. Tout le monde dit l'IA consomme d'électricité, mais la domotique renforcée par maison va renforcer terriblement la demande d'énergie. Et là, il faudra des systèmes concurrentiels. C'est la raison pour laquelle on va aujourd'hui pour être performant dans 10 ans. Michel, de manière très courte, parce qu'on va vous libérer. Justement, j'ai Daniela qui m'a envoyé un SMS Daniela, oui. Elle revient sur la question, est-ce que dans 10 ans, il y aura toujours des caissières? Là, on parle emploi. Il y a plus de caissières aujourd'hui qu'il y a 10 ans, plus exactement. Il y a plus d'hôtes et d'hôtesses de caisse qu'il y a 10 ans. Les métiers ont changé, se sont affinés. Aujourd'hui, elles ont un ordinateur et non pas une caisse. La fonction de paiement, probablement, va diminuer par rapport à toute la transaction, la relation avec le client. Nous avons racheté la néobanque Morning pour travailler des solutions de paiement sans contact, de paiement différé, etc. Mais le pari que nous faisons face à l'espèce d'inhumanité dans laquelle aussi le digital peut nous amener, c'est d'avoir dans les hypermarchés, outre des vraies personnes de métier, des vrais œnologues, des sommeliers, des bouchers, des boulangers, etc., mais d'avoir des personnes qui répondent à vos questions, qui soient présentes. On a amené toute une équipe des centres Leclerc au Japon, là, dernièrement, visiter ce qui se faisait de mieux en matière de distribution au Japon et de services. La première chose qui est formidable, c'est la disponibilité de personnes enthousiastes et experts. Vous ne demandez rien, ils n'interviennent pas. Vous avez besoin de savoir où est un truc. Et ça c'est un critère demain. Donc le prix, bien sûr, l'accessibilité, mais la disponibilité. Hein. Donc il y a de la place pour... on a créé, j'avais promis chez Bourdin 10 000 emplois en 3 ans. On a fait 3 400 emplois là, cette année. L'année prochaine, on est parti pour plus de 2 000 emplois à l'heure du digital. Hein. Allez, la supplémentaire net. Hyper courte et réponse courte aussi. Hein. Ouais. Ouais, je vais faire vite. Bonsoir. Ouais. Philippe Sorel, EWD. Une question rapide. Vous avez parlé de l'importance de l'humain dans la relation client, ce que je partage grandement, de l'expérience client. Vous avez parlé d'IA. Comment vous imaginez l'IA dans la chaîne de la relation client? Quel dosage, quel type d'usage peut-être sur lesquels vous avez déjà travaillé? C'est des questions phares. Hein. Moi, je veux bien. Je me suis investi grâce à mes enfants et un de mes collaborateurs sur LinkedIn. Je trouve que c'est un lieu où on peut échanger, même si sur le format court, on peut répondre. C'est une idée, un post. Moi, n'hésitez pas. Enfin, je pense ils nous font pas payer sur LinkedIn encore, donc ça me plaît. J'essaie de passer du temps. Je peux répondre. Je peux passer 2 heures par jour à répondre. Et vous répondez, j'en suis témoin. Et donc, oui. Donc, si vous avez envie de continuer cet échange, moi, c'est avec plaisir. J'essaie de me rendre accessible. Pour ce qui est de l'IA, là, ce matin, j'étais avec, vous le verrez sur LinkedIn, j'étais avec le patron de Microsoft Europe, là, ce matin. Ils nous font un ensemble de prestations. Le problème, c'est qu'ils sont 7, 8 à prétendre nous restituer la connaissance de nos clients, entre les banquiers, Orange. D'abord, si vous avez des actions en bourse, inquiétez-vous, parce que c'est 5 fois ou 6 fois des mecs qui revendent des savoirs que nous, on croyait être détenteurs exclusifs et qu'ils se le cotent, mais c'est la même chose qu'ils cotent. Hein. Mais oui, dans la relation client, il ne faut pas voir que la relation marchande, c'est aussi la sécurité, la traçabilité. J'espère qu'il n'y aura pas des affaires Lactalis comme ça tous les jours, mais c'est une manière de pouvoir trouver le client qui a acheté 2 heures avant un truc,
J'ai toujours peur des systèmes totalitaires, mais à contrario, quand vous pouvez téléphoner à quelqu'un en disant top, 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 bougez pas, on passe chez vous, voilà, ça aussi, c'est l'IA, c'est ça aussi. Super. Mesdames et messieurs, Michel, Édouard. Vive les Nantais!